Bonsoir Noël Mamère. Bonsoir. Vous êtes député maire vert, Europe Écologie Les Verts de Bègles. Merci d'être avec nous. Vous étiez candidat à la présidentielle en 2002, on va en parler. Bon, Nicolas Sarkozy s'est mis à parler d'Europe hier. Tant mieux peut-être, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup, y compris vous, Europe Écologie Les Verts. Nous en parlons beaucoup avec Eva Joly, sauf que c'est très peu entendu. On est un petit peu pris dans l'étau entre la droite et la gauche qui évoquent beaucoup l'autre thème. Donc le président de la République, le candidat, a parlé de l'Europe hier, mais dans quel sens a-t-il parlé de l'Europe? Il a dit qu'il faut qu'il y ait une Europe forte. Il faut que l'Europe soit plus forte. Oui, mais il a dit qu'il faut que la France soit plus forte à l'intérieur de l'Europe, et il a désigné l'Europe comme une sorte de bouc émissaire. Je prends par exemple, et il a dit des contre-vérités, ou en tout cas, il ne suit pas réellement ce qui se passe en Europe. Prenons un seul exemple sur ce qu'il a dit hier sur la révision des accords de Schengen. Il oublie simplement de dire que c'est déjà à l'œuvre, qu'une réunion a eu lieu le 8 mars dernier, à laquelle devait assister d'ailleurs son ministre de l'Intérieur, M. Guéant, qui s'est empressé de se faire porter pâle et d'être absent. Et cette réunion du 8 mars a finalement décidé d'une nouvelle gouvernance politique qui donne plus de pouvoir aux États et au gouvernement par rapport à la Commission et qui a appliqué ce que demandait déjà l'année dernière la France après l'affaire de Lampedusa. Exactement. Donc, d'une certaine façon, vous reconnaissez sa cohérence malgré tout, puisque ça fait suite à la demande de la France de réformer ces accords de Schengen. C'est pas la peine d'aller nous dire, c'est pas la peine d'aller dire devant ces militants qu'ils demandent la révision des accords de Schengen et que si ce n'est pas appliqué, la France le fera toute seule. C'est déjà appliqué. Deuxième contre-vérité. Mais revenons sur le fond de Schengen. Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que vous vous dites, vous, très européen aujourd'hui, vous dites oui, il y a quand même un problème, les frontières sont trop poreuses. Là, par exemple, Nathalie Kosciusko-Morizet aujourd'hui dit il y a un problème à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Oui, c'est vrai. Les Grecs annoncent 55 000 clandestins. En fait, il y en a 160 000. Non, mais on peut pas raisonner comme ça avec un chiffre aussi peu important de clandestins sur le nombre d'habitants de l'Union européenne qui est de 350 millions. On ne peut pas venir nous expliquer que ça sera la Bulgarie et la Roumanie qui déciderait de qui vient dans notre Union européenne, alors que la Bulgarie et la Roumanie demandent d'entrer dans Schengen, qu'elles ne peuvent pas y entrer parce que les Pays-Bas s'y opposent. Je vous rappelle que si on veut réviser Schengen, comme le demande le président de la République, parce que lui il demande la révision totale de Schengen, il faut modifier tous les traités, puisque Schengen, depuis 1997, Schengen a été créé au mi-temps des années 80, depuis 1997, elle est dans les traités de l'Union européenne. Donc il ne faut pas raconter aux Français un certain nombre de contre-vérités sur l'Europe, alors que nous avons besoin de l'Europe, que nous, les écologistes, par exemple, depuis longtemps, sur la question du commerce, nous demandons des clauses sociales et environnementales. Juste, on finit sur Schengen. Et que, au final, vous m'avez dit, oui, c'est vrai qu'il y a un problème de porosité des frontières. Vous le reconnaissez ou pas? Il y a un problème de porosité des frontières en cas de crise grave, comme nous l'avons connu, et nous avons pour devoir d'accueillir un certain nombre de gens qui ont été les acteurs des révolutions arabes, par exemple. Il y aura, il faut le savoir, d'autres problèmes de réfugiés, 1000 fois plus importants que ceux que nous avons connus après les révolutions arabes. Je pense en particulier. Est-ce qu'on accueille tout le monde? Non, mais laissez-moi terminer. Je pense en particulier aux réfugiés climatiques. Bon, le problème n'est pas de dire qu'on va accueillir tout le monde. Le problème est de s'organiser au niveau européen. Et je trouve que ce qui vient de se passer ce 8 mars ne va pas tout à fait dans le sens de ce que nous pourrions espérer, c'est-à-dire encore une fois, on favorise l'Europe des gouvernements contre une Europe supranationale, une Europe fédérale. C'est ce que nous demandons depuis longtemps, pas simplement d'ailleurs pour gérer la question de la gestion des frontières. Et en plus, si on veut réviser Schengen, il faudrait créer plus d'emplois de douaniers que ce que propose François Hollande en enseignant, c'est-à-dire plus de 60 000 douaniers. Donc il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Pourquoi il le fait ? Parce qu'il prend encore comme thème celui de l'immigration. Il veut nous faire croire que l'Europe est envahie par les immigrés et par les étrangers, comme il a voulu le faire croire la semaine dernière sur la France. Et tout simplement, il est en train de braconner sur les terres de l'extrême droite pour essayer il est dans une opération de sauve qui peut, pour essayer de rattraper François Hollande au premier tour. Juste un mot sur justement les échanges commerciaux. Les amis de François Hollande, ils proposent aussi un échange juste avec un certain nombre de conditions, des écluses aux frontières. Là encore, M. Sarkozy ignore ce qui se passe
à l'Union européenne et ce qui se passe au Parlement européen. Il dit d'une chose de la main droite le dimanche et le lundi, il devrait lire ce qui est écrit sur que font ses amis de l'UMP, au Parti populaire européen, au Parlement européen. Chaque fois qu'il s'est agi de discuter, et le Parlement européen l'a fait, de cette réciprocité de ce qu'il appelle le Buy European Act, qui s'inspire de l'American Act. C'est-à-dire la préférence aux entreprises publiques chaque fois qu'il s'est agi de discuter de la réciprocité, les représentants de l'UMP et le Parti populaire européen a combattu ces accords de réciprocité pour favoriser le libre-échange. Donc il faut savoir ce que le président nous dit. Et puis, vous savez, cette affaire de réciprocité, il faut quand même savoir que d'une manière globale, le commerce européen avec les États-Unis, avec d'autres pays, il fonctionne plutôt bien. Et puis ça ne peut pas marcher sur un seul produit. C'est un ensemble, les accords de réciprocité. Donc ça marche plutôt pas mal. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ces rétorsions annoncées par les Chinois, en tout cas c'est ce qu'Airbus dit, qui s'inquiètent à propos de la taxe carbone sur les transports aériens? Les Chinois ne sont pas les seuls à proposer ces mesures de représailles. Bien, je pense que l'aviation doit entrer dans le périmètre de la taxe carbone, que c'est une décision de l'Union européenne qui est une décision juste et nécessaire pour lutter à la fois contre le réchauffement climatique et qu'enfin on se préoccupe de la question des transports aériens dans la perspective du réchauffement climatique. Il faut tenir bon face à la Chine qui menace d'annuler une commande d'appareil. On ne peut tenir bon que si on a une position européenne commune. On est toujours dans la même problématique et dans la même contradiction entre ceux qui prônent une Europe intergouvernementale et ceux qui, comme nous les écologistes, et nous ne sommes pas les seuls, prônent une Europe fédérale, une Europe plus politique, une Europe qui soit capable de fixer des normes sociales, qui soit capable de lutter ensemble contre les paradis fiscaux, qu'il n'y ait plus de paradis fiscaux comme c'est le cas aujourd'hui encore au sein de l'Union européenne, et une Europe fédérale qui soit capable de se doter d'une politique étrangère et de défense. Regardez ce qui s'est passé notamment avec l'intervention américaine en Irak et la division des Européens. Regardez un peu plus loin dans le temps ce qui s'était passé pour l'intervention au Kosovo. Parlons de la campagne d'Eva Joly, puisque vous le disiez, elle est peut-être un peu étouffée par les gros candidats, mais peut-être qu'il y a des responsabilités. Je retrouvais sur Facebook de la part d'un responsable d'Europe Écologie, de la région parisienne, des petits mots. Pas d'organisation militante sur le terrain, aucune volonté d'encourager les contributions locales, appareils partisans sous-utilisés, équipes de campagne injoignables. Oui, enfin ça, vous en trouverez beaucoup des mails comme ça, parce que c'est une tradition chez les militants écologistes de toujours taper sur ceux qui sont au charbon, si je puis dire. Non, je pense qu'on ne peut pas dire... Elle fonctionne, cette campagne? Pas franchement. Mais elle est difficile. Les campagnes présidentielles ont toujours été difficiles pour les écologistes depuis René Dumont en 1974. Vous aviez fait plus de 5% en 2002. C'est vrai. Vous avez donné vos recettes? Vous avez dit un petit peu comment il faudrait que ça marche? Il n'y a pas de recette, parce que l'histoire ne se répète pas et que le contexte de 2012 n'est pas le même que celui de 2002. 10 ans se sont écoulés entre-temps. Nos idées ont pénétré la société. Et paradoxalement, c'est plus difficile aujourd'hui de se singulariser en 2012 que ça ne l'était en 2002. Donc si notre campagne pour l'instant ne décolle pas, c'est une responsabilité collective. Je pense qu'Eva Joly incarne beaucoup de choses, beaucoup de valeurs dans lesquelles se reconnaissent les Français, qu'elle porte bien notre parole, et que c'est très difficile. Noël Mamère, vous ne regrettez pas la proposition de Danny Cohn-Bendit qui était pas de candidat à la présidentielle, un groupe négocier avec le Parti socialiste avant et une participation peut-être même à la primaire socialiste avant, une sorte d'intégration, mais aussi avec peut-être la perpétuation d'un groupe assuré. Parce que là, concrètement, si Eva Joly fait un score très faible, peut-être que les députés socialistes ne voudront pas de députés verts. Alors, si nous avons le temps, deux choses. La première, c'est que si Europe Écologie Les Verts existent, si nous avons fait un score de 18% aux élections européennes, puis de 16% aux élections régionales, nous le devons à Danny. C'est lui qui a eu cette idée de dépassement des Verts, et il a eu totalement raison. Je pense qu'il n'a pas raison sur la question de la présidentielle, parce que un parti qui, comme le nôtre, qui est quand même aujourd'hui le deuxième parti de la gauche, fait l'économie de la présidentielle, c'est un parti qui est condamné à être totalement assimilé par la composante la plus puissante de la gauche, qui est le PS. Mais Sur la question de l'accord, l'accord, si d'aventure
après un score qui serait considéré comme faible des écologistes à la présidentielle. Les socialistes étaient tentés par ce délice empoisonné de remettre en cause les accords que nous avons signés pour un groupe écologiste à l'Assemblée, qui passe aussi d'ailleurs par un accord sur l'introduction de la proportionnelle, ce qui veut dire que ce groupe ne sera pas éphémère, mais qu'il sera appelé à avoir qu'il pourra se renouveler, ce qui nous donne une garantie d'exister dans le paysage politique. Je pense que si c'est cela, alors ce seraient les accords qui seraient complètement déchirés. On ne peut pas dire d'un côté que l'on passe un accord électoral et de mandature, et puis de l'autre indexer cet accord sur le résultat de la présidentielle. Je pense que François Hollande et ses amis sont assez responsables pour penser qu'il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. S'il y a des entorses à ces accords, comment réagirez-vous? Il y aura des entorses, forcément. Il y en avait même quand il y en a toujours eu des entorses. Il y aura des dissidences. Je pense que c'est au Parti socialiste et à Europe Écologie Les Verts, dans les deux cas, de faire preuve de responsabilité et de dire à ceux qui seraient tentés par cela que c'est dangereux pour tout le monde, et pour le PS et pour l'Europe Écologie Les Verts, parce que la vie politique ne s'arrête pas au 6 mai au soir. Nous sommes en train de construire une alternative au sarkozysme. En tout cas, j'espère que les Français nous en donneront l'opportunité. Et on sait très bien que les questions qui sont posées par les écologistes, la crise qui est une crise écologique, une crise économique, une crise sociale, une crise morale, les écologistes ont des réponses à apporter, pas tout seuls, mais ils ont des réponses pertinentes. Vous y répondrez, et vous aurez envie d'y répondre à l'intérieur d'un gouvernement de la gauche, vous-même, Cécile Duflot, par exemple? Moi, vous savez, je suis un parlementaire. J'ai été élu pour la première fois en 1997. Je crois beaucoup au régime parlementaire. Je regrette qu'on ait inversé le calendrier. Est-ce que vous aimeriez être ministre éventuellement? Non, je crois que je ne suis pas construit pour ça. Je pense que nous avons un rôle très important et très utile à jouer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parce que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, nous aurons un groupe écologiste à l'Assemblée qui appartiendra à une majorité, qui sera loyale et qui votera le budget. Un groupe au Sénat, un groupe au Sénat dans le cadre d'une majorité de gauche. Eh bien, franchement, là, on peut redonner des couleurs au Parlement. Vivement que la présidentielle passe, quoi. Non, c'est pas ça. Non, c'est difficile. Il faut que Eva tienne jusqu'au bout, qu'on soit autour d'elle, comme l'ont fait hier José, Dominique Voynet, et comme le fait Cécile Duflot, comme je le fais. Nous partageons la tâche pour essayer de l'aider dans les meetings et dans les réunions sur le terrain. Et dans les médias, merci beaucoup. Et je peux vous dire qu'elle est courageuse, en tout cas. Merci Noël Mamère. Restez